Fred Savard avec vous. Bonjour. Excusez, je suis de bonne humeur. On est vendredi. Lorsque vous entendez cette introduction, nous sommes le vendredi 25 mars. Je suis de bonne humeur. Oui. Et j'espère que vous l'êtes également. Donc, 22e épisode de la balado. En fait, j'ai eu plein de bonnes nouvelles aujourd'hui. Entre autres, des nouvelles qui concernent la balado. Je vous donnerai les détails, mais je crois que nous nous enlignons pour enregistrer un épisode à l'extérieur du Québec pour la première fois de la balado. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, mais les détails sont à confirmer parce que j'ai reçu un message sur ma boîte vocale aujourd'hui. C'est ça. On s'enligne pour ça, je ne vous dis pas où encore, mais je suis bien excité, ça va être bien le fun. J'espère que vous êtes excité également de recevoir 500$ du gouvernement pour combattre l'inflation. Là, c'est triste parce que François Carabin, collaborateur à la balado, qu'on a, je pense, pas entendu encore à la saison 4, on l'a entendu l'an dernier, devait venir nous présenter des angles morts. En fait, l'histoire, c'est pas des angles morts, mais l'histoire des budgets, comment c'est présenté, et aussi les chèques, ces fameux chèques qu'on dit électoralistes offerts par la CAQ à plusieurs millions de Québécois. Des chèques de 500$ qui vont coûter 3,2 milliards et qu'on en aurait fait des choses avec ces milliards-là pour combattre l'inflation au lieu de donner cet argent-là. Cela dit, les fiscalistes ne s'entendent pas et plusieurs disent que c'est peut-être la moins pire des mesures que le gouvernement pouvait adopter. Je trouve quand même ça un peu vulgaire de donner à la veille d'élection 500$ à tout le monde, autant à des familles défavorisées que un couple qui gagne 200 000, mais bon. Je vais pas décortiquer ça parce que François Carabin aurait dû le faire, mais il a la COVID. Il m'a écrit ce matin pour me dire « Je pourrais pas, j'ai plus de voix, j'ai attrapé la COVID. » Alors malheureusement, il va manquer cette chronique. Mais je salue François qui est en train de se reposer. Et on pourra peut-être la faire plus tard parce qu'il voulait aussi nous offrir une espèce de vue de l'intérieur d'un huis clos quand les journalistes sont rassemblés ensemble pour éplucher un budget. Il nous aurait partagé son expérience. Je pense que ça aurait été très, très, très sympathique. Cela dit, il y aura un épisode parce que hier, dans nos luxueux studios de la balado, Hélène Faradji est venue nous présenter évidemment sa chronique presque hebdomadaire où elle réfléchit sur les 10 ans des manifestations étudiantes de 2012 et le concept du nous et comment la culture, entre autres, nourrit ou pas, ce sentiment collectif, vraiment une super réflexion comme toujours. Et j'avais invité aussi Mélika Abdelmoumen qui est venue, en même temps qu'Hélène, pour venir présenter le nouveau numéro de Lettres québécoises. Et on en est venu à jaser de la critique, de l'état de la critique au Québec versus la France. Et c'est ce qui devait être 2 chroniques, évidemment intéressantes, mais pas si longues. C'est devenu une discussion, en fait. Vous allez voir, en tout cas, je suis vraiment content. Je le dis souvent, mais c'est le luxe de la balado d'avoir ce temps-là, puis d'avoir les moyens de l'improviste. Comme ça, c'était pas prévu. Moi, je pensais qu'on avait une chronique de plus, fait que j'avais pas demandé à Mélika de préparer quoi que ce soit, juste de nous présenter le nouveau numéro de Lettres québécoises. Et finalement, ça a donné une super discussion sur la critique. Je vous dis tout de suite, la semaine prochaine, je reçois, parce que j'ai fait ça cette semaine aussi, Rajul Mouhamadou, qui a signé un livre qui s'appelle « Créoliser le Québécois, réflexion sur la langue, l'identité et le rapaillement ». Il était de passage à Montréal, donc je l'ai enregistré mercredi. Ça va être diffusé la semaine prochaine. Vous allez voir une super entrevue, quelqu'un d'extrêmement brillant et qui est né au Togo, qui a fait du journalisme, qui est sociologue de formation et qui poursuit une maîtrise en études internationales à l'Université Laval et qui a réfléchi sur la langue québécoise et qui lui propose une créolisation dans la lignée, en fait, de l'écrivain et penseur Édouard Glissant, mais c'est beaucoup plus riche que ça. En tout cas, je vous présente ça la semaine prochaine. Cette semaine, j'ai beaucoup pensé aussi à un invité qui s'en vient parce que vous savez, Pierre Bruno a annoncé sa retraite après 46 quelques années, 50 ans de métier, mais 46 ans comme chef d'antenne à TVA, évidemment. Un peu comme les gens décédés, les hommages ont fusé. Évidemment, je ne dis pas que Pierre Bruno ne les méritait pas, mais parce que là, je suis en train de lire Philippe de Grosbois, La collision des récits, le journalisme face à la désinformation. Ça a été publié cette semaine, en fait, chez Éco-Société. Il va venir un peu plus tard, au mois d'avril. Livre passionnant qui démonte un peu
l'idée qu'on se fait des chambres d'écho, des complotistes, de pourquoi ils croient à des nouvelles que nous, on considère des fake news, comment le journalisme traditionnel a de la difficulté à se remettre en question. Puis c'est drôle parce qu'en filigrane, évidemment, depuis que je lis ce livre-là, ma vision des médias n'a pas changé, mais il y a des intuitions que j'avais que Philippe de Grosbois confirme avec une approche sociologique, parce que c'est un professeur de sociologie dans la vie. Et c'est ça, j'entendais tous les hommages à Pierre Bruno, puis je dis pas qu'il les mérite pas, mais tu sais, je me rappelle aussi de Pierre Bruno, des bulletins de nouvelles. Tu sais, on disait crédibilité journalistique, chef d'antenne. Tu sais, je me rappelle au début de Star Academy, entre autres, des bulletins de nouvelles qui ouvraient avec Star Academy parce qu'il fallait pousser la machine dans le grand empire québécois. Et voilà. Et tout ça, c'est ça. Je répète, je ne dis pas que Pierre Bruno n'est pas un bon chef d'antenne, mais en lisant ce livre-là de Philippe de Grosbois, je me rappelais que, bon, évidemment, quand quelqu'un prend sa retraite, on parlait d'un monument presque, puis d'une idée du journalisme, puis que c'est une autre époque, puis c'est une époque glorieuse, puis que c'est un rock comme chef d'antenne, puis oui, mais en même temps, il y a un peu aussi participé à cette espèce de commercialisation des émissions d'information qui deviennent, dans le fond, des véhicules publicitaires pour de grands réseaux. Et bon, voilà. Alors, ça me faisait penser à ça. Je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas contents, qui vont m'écrire « moi, je me rappelle Pierre Bruno, pati pata », mais voilà. C'est drôle parce que cette semaine aussi était publiée une étude de la firme Edelman, dirigée entre autres par Martine Saint-Victor, qui parlait de la baisse de confiance des Québécois envers les médias. Puis, évidemment, les médias qui font des textes là-dessus s'inquiètent que les gens ne font plus confiance aux médias. Puis là, on accuse Internet, puis on accuse les fake news, puis on accuse des algorithmes russes, tout ça. Et, encore une fois, je suis en train de lire Philippe de Grosbois, puis je me dis, c'est plus subtil que ça, c'est plus nuancé que ça. J'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Tout ça pour dire que la balado est extrêmement dynamique, puis je suis bien content de la saison 4, puis je suis content de vous lire, puis je suis content de savoir que vous m'écoutez. Je croise des gens. Je suis allé voir Flore Laurentienne samedi soir dernier au Théâtre Plaza, puis j'ai rencontré une auditrice qui me dit qu'elle écoute la balado, puis ça me fait toujours plaisir, puis à chaque fois, on dirait que j'y crois pas. Ouais. Pourtant, je dois y croire, mais voilà, ça me fait toujours vraiment plaisir. Alors voilà. Donc, sans plus tarder, je vous présente cette discussion avec Hélène Faradji, avec chronique d'Hélène Faradji, et discussion également passionnante avec Mélika Abdelmoumen. Et nous, on se retrouve à la toute fin pour les salutations d'usage. Alors, à l'aube de la 6e vague, je suis très heureux d'accueillir des gens dans mon luxueux studio de la balado. Hélène Faradji, de retour. Salut Fred, ça va? Ça va très bien. Et Mélika Abdelmoumen. Allô? Bonjour. Bonjour. Vous venez de présenter le nouveau numéro de Lettres québécoises. Oui. On va en parler tout à l'heure. C'est le combienième déjà? C'est le 184. Ça Mon Dieu! passe vite. Mais moi, c'est mon là là. deuxième. Ah oui. Ouais, c'est ça. Pas pareil. Tout est relatif. Hein? Alors oui, j'ai décidé de faire plus de place aux revues, à la balado, et d'avoir des gens qui viennent présenter les numéros. On l'a fait avec Mathieu Bellil pour l'inconvénient, puis on va le faire avec Lettres québécoises un peu plus tard. On va aussi parler de la critique en général, parce que c'est un peu le thème. C'est un des thèmes, c'est-à-dire ouais. qu'il y a une autrice qui est comme... il y a un dossier sur une autrice qu'on nommera tout à l'heure Oui. dans Lettres québécoises, mais il y a aussi un changement Oui, dans le cahier critique. un changement de paradigme. On peut dire ça. Ça paraît Exact. bien. Ça fait très chic. Ça fait très... Mais... Juste avant, on va aller voir Hélène, parce que cette semaine, vous avez réfléchi sur quelque chose qui, je crois, va titiller beaucoup de gens. Ben, je l'espère. En tout cas, en ce moment, moi, le printemps me chatouille les narines et on le sent, hein, ce vent de changement, l'envie de réinventer le monde, de lutter ensemble contre les injustices. Non, pardon, je m'excuse. Je pense que j'ai fait une erreur. Je suis en train de vous relire une vieille chronique de 2012. Ah, voilà. C'est ça, voilà. Mais c'est à s'y méprendre. Hein. Oui. Les étudiants sont en grève. Oui. Et eux-mêmes le disent d'ailleurs. Il n'y a pas que la précarité, les politiques de stage, les sous qui manquent. Il y a une envie de faire revivre ce qui, pendant 10 minutes, en 2012, a failli changer le monde. Même Jean Charest est de retour. C'est incroyable. On s'y croirait. Cela dit, Hélène, ça ne va pas bien pour Jean Charest. Moins qu'on pensait pour l'instant. Quelle surprise! On est content. Mais quelle surprise! Bon, évidemment, on verra comment tout ça se déploie, mais pour le moment, moi, j'ai plus l'impression que c'est une envie de gueuler fort après 2 ans coincés entre 4 murs,
à plus pouvoir rien dire, rien faire, rien penser, mais attendons, laissons la chance aux coureurs. Mais je vais quand même douter que l'idée d'un projet collectif, d'une communauté ensemble vers un monde meilleur, soit encore aussi viable qu'en 2012, parce que ça fait 4-5 ans, c'est même pas la pandémie, mais ça fait 4-5 ans qu'on s'entre-déchire régulièrement sur tout, sur rien. Même juste le fait de porter un masque, c'est devenu prétexte à diviser. Alors, tous ensemble, moi, je suis un petit peu sceptique. Oui. Mais bon, j'ai encore mon carré rouge. Je peux toujours le ressortir au besoin. Moi, j'ai encore ma vieille casserole. Ah, ben voilà. Et ma baguette. J'avais une baguette. On est prêt. Baguette de drum que Shafik m'a donnée lors d'une manifestation de casserole. Et je l'ai encore. Stand-by. Dieu. Ouais. Peut-être un musée un jour de ce qui s'est passé en 2012. Ceci dit, moi, cette ambiance de semi-mobilisation, on va appeler ça comme ça m'a fait penser à notre cinéma québécois, parce que au cours des prochaines semaines, en tournée à travers le Québec, on va pouvoir voir un documentaire moyen-métrage, 51 minutes. Ça existe encore, ça, les moyens-métrages? C'est ça. Déjà, ça, c'est une surprise. Ça s'appelle Renouer. Et ça a la particularité d'avoir été conçu par 2 cinéastes de Québec, Samuel Matteau et Maxime Laurin, mais aussi par 3 députés de l'Assemblée nationale du Québec, soit Catherine Dorion, Émilise Le Sartérien et Sol Zanetti. Aha. On va écouter un petit extrait. On espère, le Québec, les Québécois vont aller vers quoi? Qu'est-ce qu'on souhaite? Quand tu dis les gens ils ont peur de quoi, mettons? C'est quoi votre rêve pour le Québec? Selon vous, qu'est-ce qui est le plus important? Plus de liberté ou plus de confort? Évidemment, il faut préciser que les 3 députés sont de Québec solidaire. Ben oui, le gros jupon de Québec solidaire qui dépasse, moi, évidemment. J'avoue, Hélène, que je me méfie de ces œuvres issus de partis politiques en général. Que ce soit les livres, c'est drôle parce que je me tourne à ma droite dans la bibliothèque, qui est dans le fond le backup ici. Là, il y a 3 petites bibliothèques, c'est le backup, les bons livres sont en haut. Et il y a des livres que j'ai pas eu le temps de lire, je les mets en bas. Et il y a le livre Ce qui nous lie, publié par Québec solidaire. Je ne dis pas que c'est un mauvais livre, mais je ne l'ai pas lu, puis je suis pas attiré par ça. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui, à la base, fait qu'on ne s'adresse qu'à une partie d'une population qui est déjà convaincue, forcément. Oui. Je me doute qu'Éric Duhaime ne va pas aller voir Renouer, non, par exemple. Bon. Mais parce que lui aime la liberté et le confort. C'est vrai. Ceci dit, l'art, ça appartient à tout le monde. Oui, et c'est pas une mauvaise idée de faire passer son message par la voie du cinéma, pourquoi pas. C'est vrai. Donc l'idée de ce film, c'est que les 3 députés se baladent un petit peu partout au Québec, ils vont rencontrer toutes sortes de groupes de gens, des gens âgés, des minorités, des autochtones, des familles, des camionneurs. Ah, c'est quand même une petite mini parenthèse dans le film. Mais des camionneurs, parce qu'il faut faire attention, les camionneurs sont pas tous... Non, mais des camionneurs d'avant. Ça s'est fait au cours de l'été dernier. Les camionneurs de la liberté ou les camionneurs qui travaillent? Qui travaillent, mais on peut pas savoir exactement ce qu'ils allaient faire. C'est une 6 mois minorité, plus tard. il faut quand même le rappeler. Là, c'est une minorité. Voilà. Mais bon, on leur pose toutes sortes de questions sur leurs rêves, le territoire, ce qui manque, ce qu'ils espèrent. Ça règle rien, ça cherche pas à endosser de revendications, ce qui est assez agréable. Ça cherche même pas à trouver de solution, mais ça prend le pouls. Ça va à la rencontre des gens pour que ces gens dont la parole et l'image sont rarement médiatiques, y aient accès. En ce sens, comme le plus récent film de Hugo Latulippe, Je me soulève, sur la création collective d'une œuvre poétique pour réfléchir à qui nous sommes, dans lequel on voyait déjà Catherine Dorion, la suite dans les idées. Ces films, ils s'inscrivent dans ce qui, dans le fond, est à l'origine même du cinéma québécois, c'est-à-dire le cinéma direct. Parce que l'idée du direct, c'est de se coller le plus possible au réel. Ça a été fait parce qu'à l'époque, on avait des moyens de production plus légers, plus portatifs, des caméras, de la lumière, des micros. Mais l'idée, surtout, c'était de réussir à faire vivre sur l'écran le Québec, ceux et celles qui le peuplent, pour donner à voir, ou en tout cas donner enfin à se voir. Et ça a fait que le cinéma direct, depuis toujours, il a été intrinsèquement politique. Et il l'est toujours. Pierre Perrault. Moi, j'adore relire. Et pas juste voir Pierre Perrault, mais lire Pierre Perrault. Quel bonheur. Je suis en train de faire ça. C'est vrai? Son récit de son voyage dans l'Arctique. C'est beau, hein? Ah, vraiment. C'est beau, puis ce grand homme parmi les grands hommes, il résumait tellement bien ce qu'était le cinéma direct. Il parlait, par exemple, de Michel Brault, il disait...
Michel Brault fait du cinéma non pas pour être admiré par les hommes d'ici, mais pour les admirer. Pour que le Québec, au lieu de consommer des images, se découvre enfin des désirs. Et un peu plus loin, il ajoutait « Le cinéma direct, c'est un cinéma qui prétend s'éloigner du succès commercial pour se mettre au service de la parole des vivants et non pas du rêve des spectateurs. » Ce qu'on comprend, c'est que la dimension politique du cinéma, elle naît lorsque le cinéma, justement, se met au service de ceux et de celles qu'il filme, quand il vise à révéler leurs paroles, leur quotidien, leur âme, quand il n'a pas d'autre but que de raconter une histoire, dans l'idéal, une histoire qui serait la nôtre. Renouer, Je me soulève, il y en a plein d'autres documentaires, ils vont dans ce sens-là. Et c'est pour ça, entre autres, que le soulèvement récent, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais des documentaristes québécois contre le financement inadéquat, selon eux, de la SODEC. Je rappelle qu'en ce moment, le financement du documentaire, c'est 3,4% du budget de la SODEC. Les documentaristes réclament 15%, ce qui n'est pas non plus énorme. La SODEC finance pas seulement le cinéma. Non, tout. Mais dans l'enveloppe cinéma, dans l'enveloppe qui est consacrée au cinéma, la part du documentaire... C'est vraiment étonnant parce que la tradition du documentaire est tellement forte. C'est comme l'essai, Mélika Abdelmoumene. C'est comme l'essai qui a une longue tradition au Québec et qu'on regarde toujours un peu. Et aussi qui souffre de financement aussi, qui souffre de problèmes de financement aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit littéraire pour être financé. Il ne faut pas que ce soit un essai. En tout cas, il y a eu tout un débat là-dessus. Mais c'est d'autant plus paradoxal que les documentaires québécois et les essais sont parmi ceux qui rapportent le plus. On l'a vu tout récemment, la part de l'augmentation de vente d'essais en librairie. Pierre-Yves McSween, son livre... ça en fait partie. Ça reste un essai. Sauf que ça a bondi dans les 2 dernières années de je ne sais pas combien de pourcents. En fait, c'est comme Guy Nadon, il fait monter la moyenne de tout le monde. Voilà, exactement. Mais le documentaire, c'est un peu pareil. Le documentaire québécois est souvent à l'origine de vrais succès en salle. C'est des films qui durent dans le temps, que les gens aiment aller voir. Donc, effectivement, cette question du financement, elle est plus que pertinente et il est temps qu'on la règle assez définitivement. Bon, mais c'est surtout aussi, il faut que cette problématique du financement soit résolue parce qu'on ne va pas faire comme dans Pour la suite du monde, dans 50 ans, revenir voir les cinéastes québécois puis leur dire « Refaites du cinéma direct comme dans le temps, rappelez-vous comment on fait. » Puis on va vous filmer. Exactement. Vous allez être nos marsouins. Exactement. Mais c'est important de le défendre, ce cinéma-là, parce que c'est un des rares, un des seuls à avoir une parole profondément, intimement politique. Politique dans le sens de l'organisation de la cité. C'est un des rares parce que notre cinéma de fiction, lui, il a un peu déserté tout ça. Il s'est vraiment éloigné du politique. Il est loin le temps des Réjeanne Padovani, des 15 février 1839 ou même de Guy Bord s'en va en guerre. Aujourd'hui, en fait, on dirait que cette dimension politique, elle a été reprise de façon plus poétique, moins brutale, par des films qui s'intéressent par exemple aux questions autochtones. Je pense à Kwesipan, c'est un très beau film, ou aux questions du vivre ensemble. C'est Antigone, par exemple, de Sophie de Raspe. Mais le cœur des films de fiction, il se tient quand même loin de ce qui est ouvertement politique, de ce qui nous permettrait une réflexion collective, commune, sur ce que nous voulons, sur qui nous sommes. En fait, le cinéma de fiction, il est un peu comme la société québécoise, c'est-à-dire qu'il s'est scindé, il s'est atomisé en plein de petites cellules où chaque revendication politique peut devenir l'objet d'un film. Mais l'idée d'un film commun dans lequel tous et toutes, on pourrait trouver une idée de cet ensemble-là, ça n'existe plus que dans nos vœux pieux, malheureusement. Évidemment, ça me donne envie de revenir à cette grève étudiante. Parce qu'en 2012, justement, on s'en souvient de 2012 parce que tout le monde avait pu se rallier à une cause assez petite, finalement, c'est-à-dire la gratuité scolaire, mais tout le monde avait réussi elle était plus large, la revendication, que seulement la gratuité. Voilà, parce que tout le monde avait pu endosser cette question-là et trouver sa place dans une réflexion collective sur ce que nous voulions. Le « nous » avait un sens en 2012, alors que en 2022, on n'y est pas au « nous ». En fait, c'est comme si on voyait plein de petits jeux qui parlent chacun de leur bord. Par exemple, la grève des étudiants en ce moment, je ne sais pas si vous le saviez, mais les chargés de cours aussi ont voté pour partir en grève. Mais pourquoi ils ne s'unissent pas aux étudiants? Pourquoi ça se fait de façon atomisée comme ça? Et c'est en fait exactement ce que le cinéma nous a montré.
On dit que le dernier grand film politique, c'était en 2017. Ceux qui font la révolution à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau. Mais ce film-là, en plus d'être un film majeur, il est devenu symbolique avec les années. Parce que dans ce film-là, Mathieu Denis et Simon Lavoie, ils suivaient 4 jeunes manifestants, carré rouge, devenus révolutionnaires radicaux. Mais ce qu'ils montraient en réalité, ces 2 cinéastes, c'était l'impasse de leur démarche, l'impossibilité de faire aboutir une vraie radicalité, un vrai changement, sans en tout cas y laisser leur peau ou celle des autres. En fait, ce qu'ils filmaient dans ce film-là, c'est un échec. C'est l'échec du nous. Et aujourd'hui, on en voit encore les conséquences dans le cinéma, évidemment, mais dans la vraie vie, bien sûr, où juste parler à son voisin, c'est devenu compliqué. Mais là, j'ai pas envie de déprimer tout le monde. Hein. Non, mais ça me ferait de la peine. Donc, un petit espoir. Un petit espoir pour finir, c'est celui qu'ici, au moins au Québec, même quand ce sont des politiques qui s'emparent du cinéma, comme dans Renoué ou d'autres, mais c'est pas une entreprise crasse de manipulation qui vont faire des images, un miroir aux alouettes. Il y a du respect pour la tradition du direct, il y a du respect pour la chose politique, il y a du respect pour l'idéalisme. Et j'ai envie de finir ça en vous disant que quand on se compare, on se console. Parce que est apparue sur nos réseaux sociaux au cours des 3 dernières semaines une nouvelle web-série politique française. Ah, mon Dieu! Ça s'appelle Le Candidat. Et tous les vendredis, il y a un nouvel épisode. On écoute. Aussi longtemps qu'il y a eu l'épidémie, je ne pouvais pas, je pense, me projeter dans autre chose. Et là, les dernières semaines, les derniers jours, les dernières heures ont été marquées par l'évolution de la guerre en Ukraine avec une situation qui impressionne nos compatriotes. Il faut que le candidat puisse présenter son projet au pays, mais il faut aussi que le président continue à faire son travail. Et c'est vrai pour une journée comme aujourd'hui. Et donc j'ai dû ce matin parler au président Poutine longuement, puis au président Zelensky, essayer d'agir. Et dans le même temps, voilà, je voulais aussi, avec beaucoup d'humilité et de lucidité, soumettre ma candidature aux Françaises et aux Français. Mais oui, Manu, hein? Oh mon Dieu. Bon, alors voilà, web-série politique qui en fait est une infopub pour Emmanuel Macron, mais surtout une dévotion complète de l'idée même de ce qu'est le cinéma et la création politique. Parce que, vous l'aurez compris, cette ersatz de série, Le Candidat, c'est évidemment pas au service de la chose publique, de la parole collective. C'est à la gloire d'un homme avec cette idée de nous donner accès en toute transparence à son intimité, puisqu'il nous parle directement, sans intermédiaire, comprendre sans maudits journalistes qui viennent toujours tout gâcher. Sauf que c'est un leurre, pire même. C'est une insulte à l'idée même de cinéma politique. Et je vais finir avec ce petit avertissement. Hitchcock, il y a longtemps, disait « Dans les longs métrages, le réalisateur est Dieu. Dans les films documentaires, Dieu est le réalisateur. » Moi, ce que je rajouterais, c'est « Méfiez-vous toujours des films où le personnage principal se prend pour Dieu. » Merci, Hélène. C'est drôle, ça me fait penser, votre réflexion, Hélène, vous parlez le nous qui a disparu, puis c'est drôle parce qu'en début de pandémie, on jouait beaucoup là-dessus. Ah bah oui. On avait l'impression que ça revenait. Hein. Oui. Et dans les faits, on le savait que c'était pas ça. Non, mais ça nous rassurait de penser que ça se pouvait encore. En fait, François Legault jouait là-dessus beaucoup dans ses points de presse, puis la santé publique, puis on disait, faites-vous vacciner pour les autres, mais personne, je pense pas, puis c'est pas grave, je pense pas qu'on se fait vacciner pour soi en premier lieu. Bien sûr. On veut sauver sa peau. Mais il y a une espèce de mythologie de la solidarité au Québec qui, je crois, est pas basée sur la réalité. Des faits. C'est possible, ouais. On se donne l'illusion qu'on est encore un nous pour continuer, mais dans le fond, c'est peut-être pas si grave, là. Je dis pas que c'est mal ou bien, là, mais il faudrait peut-être arrêter de penser que c'est ça qui nous anime collectivement. Mais bon. Puis on l'a bien vu, qu'est-ce qu'il en reste de 2012? Malheureusement, je suis pas sûr qu'il en reste. Moi, j'ai l'impression que ça fait 100 ans. Là. Ça fait 10 ans. Ça a l'air d'un autre monde. Complètement d'un autre monde, 2012. Ouais, on n'est plus du tout là. Bon, merci Hélène, vraiment. Mélika Abdelmoumen? Oui. On rappelle qu'est-ce que Lettres québécoises pour les gens qui sont pas familiers avec les revues. Oui. C'est une revue, hein? C'est une revue littéraire qui a été fondée en 1976, qui est un peu historique, donc, et où il y a autant de la création, une section création, qu'une section où il y a des chroniques,
très grande section critique. Il y a toujours une trentaine d'ouvrages critiqués. Oui. Nous, on trouve que c'est pas beaucoup parce qu'on peut pas tout faire, puis ça nous fait toujours de la peine. Il y a toujours un dédeuil. Et il y a aussi un dossier sur un sujet ou sur un auteur. Oui. Généralement. Et là, c'est une autrice. Et là, c'est une autrice qui est aussi éditrice et qui est aussi fondatrice d'une association qui s'appelle l'Espace de la diversité, qu'elle a fondée en 2016. Donc, c'est Yara El-Gadban. Que je connaissais pas. C'est vrai. On t'avoue, Frédéric. Ben non, mais tant mieux, ça sert à ça, les revues. Mais non, mais je me Oui, sens mal. Ben, il faut pas parce que le but des dossiers sur les auteurs, c'est soit de reconnaître le travail ou l'apport d'un auteur aguerri ou soit de faire découvrir. Oui. Yara El-Gadban, elle est de plus en plus connue dans le milieu, mais je me disais que pour le lectorat en général ou ceux qui sont curieux, elle l'était pas suffisamment. Elle a publié L'ombre de l'Olivier en 2011, le parfum de Nour en Deux-mille-quinze, Je suis Ariel Sharon en 2018. C'est pas vrai que je la connaissais pas, je connaissais les titres en fait. Des titres de ses romans. Et surtout son dernier essai, Oui. en collaboration Les racistes n'ont jamais vu la mer, avec Rodney Saint-Éloi. que je vais demander pour les inviter éventuellement, parce que j'entends beaucoup de choses de ce livre-là. C'est un livre important. Je pense que il y a un avant et après ce livre-là dans la discussion sur le racisme au Québec. Vraiment. Et donc, Yara, par exemple, dans le truc incroyable qu'elle a fait, moi, je l'ai découverte par Je suis Ariel Sharon, où donc, Yara est palestinienne et elle se met dans la tête de toutes les femmes qui ont connu Ariel Sharon pendant qu'il est dans le coma. Wow. Et des femmes qui l'ont aimé. Donc, c'est assez audacieux. Merci. Wow. Elle a humanisé l'inhumain, disons, pour une Palestinienne. Donc, elle a notamment fait ça. Elle a immigré au Québec dans les années 80. Elle est née à Dubaï, donc d'origine palestinienne. Elle a connu un peu les camps de réfugiés à Beyrouth. Elle a eu une vie pas toujours facile. Donc là, elle est installée au Québec depuis quelques années. Elle est musico-ethnologue et auteure. Et donc là, depuis quelques temps, elle est aussi éditrice chez Mémoire d'Encrier. Wow. Et donc, elle a fondé cette association qui s'appelle l'Espace de la diversité, qui essaie de réunir des gens de la diversité, mais pas seulement la diversité à la mode ethnique aujourd'hui, la diversité en général, et de les amener à découvrir des livres ensemble, à travailler ensemble, à trouver des solutions ensemble pour se faire publier quand c'est de jeunes auteurs. Bref, c'est quelqu'un de super constructif, de super intelligent. Et donc, dans le dossier, elle a, comme dans tous les dossiers d'auteurs ou d'autrices à l'aide québécoise, elle a fait un autoportrait. Et il y a aussi des gens qui ont écrit sur elle ou pour elle ou à elle. Voilà. Entre autres, Khalil Kalsi. Oui, qui est aussi critique chez nous. Et qui est assez frontal. Il est assez frontal. Vous trouvez dans son texte ou dans la vie? Dans ses critiques? Dans ses critiques, en tout cas, j'ai lu des choses sur lui. Oui. Non, mais c'est bien parce que c'est pas habituel au Québec, je trouve. Prendre quelqu'un de frontal dans sa revue? Ouais. Moi, j'y tenais. J'y tenais. Non, mais on a de la difficulté avec ça. Oui. Absolument. Je suis d'accord avec vous. Après, on va en venir au changement dans notre cahier critique qui est très lié à ce que vous êtes en train de dire. Mais oui, Khalil Kalsi est une personne dans son écriture essayistique parce que lui a écrit une lettre à Yara sur le racisme dans le dossier sur Yara. Et dans le fond, selon lui, ça n'a pas changé beaucoup. Selon lui, le racisme, non, lui est très critique. Et lui, il est immigré. Hein. Il est d'origine tunisienne. Il vit ici depuis 4 ou 5 ans, je crois. Là, il n'est pas né ici comme moi. Il est immigré comme Yara ou comme Rodney Saint-Éloi, qui sont là depuis plus longtemps. Et donc, il lui a écrit sur la question du racisme après avoir lu son livre avec Rodney. C'est une lettre à la fois pleine d'affection et de solidarité, puis en même temps très critique sur le Québec. Et en tant que critique, il est aussi très critique. Quand il n'aime pas un livre, il le dit, ça lui a causé des problèmes. On l'a soutenu à Lettres québécoises. Les gens de Mémoire d'Encrier, c'est un livre de Mémoire d'Encrier qui critiquait... ont non seulement reconnu la nécessité que ce genre de critique existe, mais l'ont soutenu aussi dans sa démarche de critique. Ils sont très, très ouverts ils trouvent ça très important. Beaucoup d'éditeurs trouvent important J'ai la une question bien banale, mais ça veut dire quoi causer des problèmes? C'est-à-dire? Il y a eu une cabale sur les médias sur les réseaux sociaux. Pour qu'ils n'écrivent plus? Pas pour qu'ils n'écrivent plus, mais on l'a traité de raciste. Parce qu'il n'avait pas émis un livre qui avait été traduit par une personne de la communauté afro-descendante. D'accord. Et la critique elle-même, c'est ça, il y avait des reproches à faire au livre original. Et à la traduction. Et à la traduction qui trouvait que c'était un rendez-vous manqué. Après, on peut être d'accord ou pas avec lui, évidemment. Oui. On peut trouver qu'il est à côté de la plaque, on peut trouver qu'il a mal lu, mais de là à passer aux accusations de racisme, j'ai trouvé ça un peu compliqué. Parce que en fait, c'est ça. Là, je veux qu'on on est rendu là, on a mis le pied. Vous avez publié un manifeste. Oui.
Oui, en fait, le manifeste n'est pas seulement une réaction à ce qui s'est passé avec Khalil, c'est une réflexion qui a été engagée depuis longtemps chez l'aide québécoise. C'est parce que c'est un climat, là. C'est un climat où... Dans les milieux littéraires. C'est un climat dans tous les milieux, j'ai l'impression. Je pense qu'au Québec, on a du mal avec le débat. Et donc, avec la critique, parce que la critique, c'est un discours sur une œuvre qui est elle-même un discours sur le monde. Et ce discours-là, on peut y répondre, on peut être d'accord, on peut pas être d'accord, mais normalement, tout ça s'enrichit, tout ça enrichit la pensée, tout ça enrichit la société. Et là, on arrive, je trouve, à un croisement où c'est insupportable d'avoir et d'exprimer une opinion négative ou en tout cas d'être en désaccord. Parce qu'il va y avoir un ressac automatique. Apparemment, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, que je le vis depuis que je suis revenue, parce que j'ai été absente du Québec longtemps. Là, depuis que je suis revenue en 2017, je suis sidérée de voir la difficulté à débattre sans soit tomber dans la polémique stérile de personnes radicales qui n'arrivent pas à s'entendre et de personnes blessées, écorchées, ou de tout de suite tomber dans le consensus. Et ce qui s'est passé, par exemple, avec le texte de Khalil Kalsi, je devrais dire Khalil, je prononce pas bien, Khalil Kalsi, c'est que moi, j'ai tenu à ce qu'il continue à écrire pour nous, lui et d'autres, parce qu'il y a eu d'autres cas où des critiques, il y a eu après des histoires qui sont sorties avant que j'arrive, de critiques qui avaient été très mal vécues par les auteurs, ce qui peut être normal quand une critique est négative, mais je pense pas qu'il faille reculer quand ces choses-là arrivent. Je pense qu'il faut accepter de débattre. Je pense qu'il faut accepter que la critique n'a pas le dernier mot sur l'ouvrage, mais pas s'excuser d'avoir fait de la peine parce qu'un critique dans notre revue n'a pas aimé un livre. Je veux dire, puis même, je ne suis pas obligée moi-même d'être d'accord avec ce que les critiques dans l'aide québécoise ou les chroniqueurs écrivent. On a parlé quand vous êtes venu parler du numéro précédent. Ah oui, de Baldwin, Styron et moi. Voilà, de votre passage, vous avez habité en France, on sait, la France, le débat, c'est devenu même une posture esthétique. Je veux dire, c'est un jeu. C'est ça, puis c'est même devenu stérile aussi, dans le sens où on prend une question et on va forcer le débat sur des choses qui ne le méritent pas forcément. Donc, c'est l'excès inverse, si vous voulez. Nous, quand on parle de critique, c'est pas de démolir. Parce qu'ici, même au Québec, on a de la difficulté même avec le concept même de critique. On a l'impression que ça ne vise qu'à démolir une œuvre. Non, on parle d'un discours construit qui explique la rencontre d'un lecteur spécialisé, qui est le critique, avec une œuvre. C'est ça. Après, il y a une part d'appréciation personnelle. Évidemment, il y a une subjectivité. Ça dépend, c'est assumé plus ou moins ouvertement selon les critiques, et c'est tout. Et une des choses qu'on a fait, à l'aide québécoise, on a publié ce manifeste pour réitérer notre position à nous face à la critique, qui n'est pas la seule. Il y a des débats en ce moment dans le milieu littéraire qui existaient déjà au 19e siècle. Est-ce que la critique doit être plus empathique ou plus radicale ou plus entre les deux ou plus analytique? Nous, on a établi ou on a nommé notre position face à ça, des choses qui plaisent pas à tous, notamment le fait qu'une personne n'est pas tenue de critiquer seulement des livres écrits par des auteurs qui appartiennent à son groupe ethnique. Ou au parce groupe ethnique qu'on lui prête. Ça peut être reproché, ça. Oui. Écoutez, c'est... Mais ça n'a pas de sens. Pour moi, la critique, c'est aussi rendre compte de sa rencontre avec le discours de l'autre. Donc, l'autre... puis après, ça pour moi, mais ça, je sais qu'il y a plein de gens qui vont encore me chicaner, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude, je suis blindée. Écrivez-nous! Le fait de dire, par exemple, que si j'étais critique dans l'aide québécoise, il faudrait que je critique des livres de personnes racisées, c'est me coller une étiquette. Demi-racisées. Oui, en plus, il faudrait que ce soit des gens qui soient demi. Mais bref, mais j'aurais le droit plus, peut-être qu'un Québécois de souche, de critiquer des livres de personnes racisées. Moi, ça me pose problème parce que ça met, par exemple, quelqu'un comme Khalil ou quelqu'un comme... on a des critiques qui sont d'origine française, ils seraient obligés de ne critiquer que des livres écrits par des Français immigrés au Québec, et eux-mêmes, ça les réduit. C'est drôle qu'on parle de ça parce que j'étais critique en France avant d'arriver au Québec et j'ai mis peut-être 4-5 ans avant de me donner le droit de critiquer des films québécois. Parce que j'arrivais d'ailleurs, je me disais, j'ai pas le droit, je me sentais pas légitime, mais j'ai fait mes devoirs, je suis allée éplucher mon cinéma québécois pour bien le connaître, pour bien le comprendre. Mais effectivement, on le ressent, cette espèce de pression. Puis je la vis encore aujourd'hui. Il y a encore des gens qui me reprochent d'être française. C'est intéressant que les deux ensemble, vous soyez là pour parler de ça, parce que vous avez fait la critique de film. Oui. Et est-ce que vous sentez, comme dans le milieu littéraire,
hypersensibilité. Sur les films québécois. Alors, c'est particulier peut-être au cinéma. Je ne sais pas si c'est la même chose dans le milieu littéraire, mais on a une latitude devant, par exemple, les blockbusters, devant les Marvel, les films français même. On n'a pas devant les films québécois. Ça, c'est évident. Mais il y a la distance géographique. Forcément, on ne fréquente pas... C'est parce que je pense qu'il y a ça, c'est que c'est des petits milieux. Ça a été soulevé par Catherine Voyer-Léger dans un livre qui s'appelle Métier critique, qui est super intéressant. Qui est quelque part là-dedans. Où je suis dedans. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, elle parle de cet aspect-là. Mais pour moi, c'est pas une excuse. C'est pas une raison. Mais oui, il y a ça. Mais forcément... Mais c'est parce que si on n'avait pas si peur de débattre et de se déplaire les uns aux autres, ça serait pas grave qu'on soit un petit milieu. Si on comprenait mieux aussi ce qu'est la critique, je veux dire, la critique d'abord et avant tout, en tout cas moi je le vis comme ça, c'est presque une enquête. C'est-à-dire que vous êtes devant une œuvre et vous essayez de comprendre ce qu'elle a à dire sur le monde. Ce que le message du film, du livre, peu importe, et vous le recevez forcément avec qui vous êtes. Donc, la prétendue objectivité de la critique, laissons ça faire. Ça n'existe pas. Et c'est même complexifié par le fait que vous voyez le film à un moment X dans le temps, et à ce moment X, vous pensez Y. Vous allez peut-être penser Y plus 2 demain, Y moins 2 hier. Voilà. Mais l'idée, c'est que vous essayez de décrypter un message, vous l'évaluez, mais vous ne dites, c'est pas la vérité sur l'œuvre. Ça ne peut pas être la vérité. Non. Ça n'existe pas la vérité en art. C'est un dialogue. C'est une proposition de lecture. Exactement. Et c'est un dialogue aussi. Oui, évidemment. Pour les gens qui iront voir le film ou liront le livre, c'est qu'on a le point de vue de l'auteur ou de l'autrice, on a le critique. Donc c'est une couche qui s'ajoute. Absolument. Et nous, on réagit. Et même, idéalement, il y aurait les critiques qui peuvent, entre elles, être en désaccord et être tout aussi intéressantes les unes que les autres. Tout à fait. Bon, l'autre truc, juste parce que j'ai peur d'oublier de le dire, parce que c'est quand même important, on a décidé qu'on enlevait les étoiles du cahier critique de l'aide québécoise. Parce que dans le manifeste, donc, il y a cette position... Donc, qu'est-ce qu'il dit, en gros, le manifeste? Le manifeste, il explique notre position, qui est un peu tout ce qu'on vient de dire là, mais aussi le fait que le texte de nos critiques, les textes de nos critiques sont des textes extrêmement travaillés, en général très nuancés, et qu'on se rend compte, ça fait longtemps qu'il y a une réflexion à l'aide québécoise, mais là, on a sauté le pas, que le fait de mettre des étoiles à la fin, ça atténuait ou ça masquait la complexité des textes, donc on a décidé de les enlever. C'est intéressant, et donc, ça fait que maintenant, moi, j'ai eu à relire, évidemment, chaque numéro, avant que ça parte chez l'imprimeur, on les relit, tout ça. Et j'ai lu, parce qu'il est édité par Nicolas Giguère, notre cahier critique, c'est important de le dire, c'est lui qui dirige le cahier de main de maître. Et moi, je relis derrière, là, avant que ça parte chez l'imprimeur. Et c'est une expérience complètement différente de lire 30 textes qui rendent compte de 30 lectures, de 30 ouvrages québécois, et il n'y a aucune note, aucune au sens d'évaluation. Et là, on est obligé d'essayer de se mettre à la place du critique puis de comprendre sa lecture. Ça change tout. C'est magnifique. C'est marrant parce que Télérama, cette semaine, a décidé de changer aussi son rapport à la notation critique, mais ils ont fait le choix inverse de vous, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté... Vous savez, Télérama, c'est toujours des petites faces. C'est une petite face qui est mécontente, qui est moyenne contente, qui est très contente. Je pense qu'ils en avaient 4, ils en ont rajouté une. Et alors, dans leur tête, ils ont justifié ça en disant oui, ça nous permettrait d'être plus nuancés, puis d'apporter plus de justesse à nos évaluations critiques, ce avec quoi moi je suis en complet désaccord. C'est pas parce que tu rajoutes une petite face que tu vas avoir la subtilité puis la nuance. Puis ça a toujours été une façon de réduire la critique à un argument publicitaire. Les étoiles, les cotes. Puis moi, j'avoue que souvent, dans les cahiers week-end des différents journaux, les cahiers culturels, les critiques d'albums de musique, je regarde les étoiles en premier pour savoir si je vais lire le texte. Et c'est pas pour rien que ça a un impact. C'est ça qu'on récupère sur les affiches de films, sur les bandeaux de livres. On va voir le 3 étoiles, 4 étoiles. Mais qu'est-ce que ça dit? En quoi ça me renseigne sur le film, sur le livre? En quoi ça me fait comprendre ce que ce film-là est ou dit? Et puis d'autre part, ce dont on se rendait compte avec mes collègues, là, parce qu'on est 4 et puis on était tous les 4 d'accord pour faire cette démarche-là de les enlever, c'est que ça fait qu'on lit les textes souvent en diagonale. Évidemment. Et là, de devoir les lire en entier, le texte, la critique devient elle-même une œuvre, une œuvre sur une œuvre qu'on lit comme telle, où on peut trouver qu'il y a des bons passages, des mauvais passages, des passages avec lesquels on est d'accord ou pas. Et là, d'une certaine manière, ça dédramatise, j'ai envie de dire ça dédramaise. Tu sais, ça dédramatise
dédramatise, puis ça dédrama-queenise le rapport à la critique. Enfin, j'espère que c'est l'effet que ça va avoir, qu'on fasse ça à l'aide québécoise. Après, c'est notre position à nous. C'est ce qu'on essaie de dire dans ce manifeste-là, notamment, c'est qu'il y a d'autres manières de voir la critique. C'est tout à fait correct. On pourrait même en débattre les uns avec les autres. On pourrait même faire des balados là-dessus. On pourrait même faire des balados là-dessus. Mais dans l'idée du dialogue. C'est ça, oui. Nous, c'est vraiment pour ça qu'on se bat. Puis c'est de dire que les gens lisent ce manifeste-là ou d'autres revues ou d'autres journalistes puis disent « Ah ben non, je vois pas ça du tout comme ça » ou « Moi, je suis pour la critique empathique qui tient compte de la personnalité de l'auteur alors que nous, on pense plus que l'œuvre doit être séparée de l'auteur. » C'est des positions qui existent depuis des siècles. Ça permet de relire Céline encore aujourd'hui. On peut en discuter. Céline Dion, vous la lisez? Non, mais moi, ça m'interpelle beaucoup, Mélika Abdelmoumen, cette réflexion-là, parce que je travaille, moi, dans les grands médias aussi. Et juste de dire qu'on n'aime pas quelque chose, c'est très difficile. C'est très difficile parce que ça se fait pas. On ne parle que ça se fait pas jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Ouais. Pour vrai, c'est qu'à un moment donné... Moi, j'y prends plaisir, entre autres, à cette année-là. C'est ce ça, grand plateau. J'y prends plaisir, mais je vous dis, au début, c'était pas facile. C'est pas facile. Parce que puis moi, j'ai fait un topo complet sur mon non-amour de Céline Dion. Parce qu'à chaque fois, on reçoit des commentaires, il faut aimer Céline, il faut... J'ai pris cette figure-là parce que elle est très connue, tout ça. Mais ça a été difficile. On l'a fait. Puis c'était correct. Puis je pense qu'il faut juste être capable de dire qu'on n'aime pas quelque chose. C'est pas juste négatif. Ben non. C'est juste d'être capable de discerner ce qui est bon ou moins bon, dans ma subjectivité à moi. Mais puis je pense... Il y a beaucoup de gens qui m'écrivaient me dire que ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui n'aime pas Céline Dion. C'est quand même capoté. Pour l'artiste, que des gens nous aiment pas ou aiment pas ce qu'on fait... On n'en meurt pas. Je ne sais pas comment dire ça. Il y a plein de choses que je fais. Cela dit, la critique, il faut l'étoffer par la suite. C'est pas juste de dire qu'on n'aime pas quelque chose. Voilà. J'aime pas, ça ne sert à rien. Mais on s'entend que Céline Dion, ça ne changera rien au nombre d'albums qu'elle vend, au nombre de tickets qu'elle vend. C'est pas ça l'intérêt de la critique. Encore une fois, c'est pas une courroie publicitaire, la critique. C'est pas censé être là pour aider à vendre des livres ou à faire rentrer les gens en salle. Ça n'a rien à voir. Ou pour convaincre les gens de lire ou d'aller au cinéma, il y a des lieux ou des médias ou des émissions qui ont ce projet-là, c'est correct. Moi, ce qui m'énerve, c'est pas que ces émissions-là existent, c'est qu'il y a très peu de place pour d'autres, pour d'autres choses. Bon, là, on va aller écouter un extrait, mais après ça, je veux qu'on discute de ça. Le mensonge dans l'art, le mensonge dans la littérature. Quand est-ce qu'on ment? Pourquoi on ment? L'art du faux. Vous parlez de Norman Mailer. Vous écrivez une chose intéressante. Vous dites, après 5 lignes, là, je vous cite grossièrement, là, c'est mieux écrit que ça, mais vous dites, le journaliste devient un roman. Simon. Oui. Pourquoi c'est intéressant le faux dans l'art d'abord, pour vous? Moi, je pense que ça remonte à mon enfance. Je pense qu'on a déjà parlé de mon père dans d'autres entrevues qu'on a eues ensemble. Mon père était impresario, gérant d'artiste, et il y avait des récits fascinants quand il revenait à la maison. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est Simon Roy, à l'émission Plus on est de fou, plus on lit, qui lui a fait paraître un texte cette semaine, 21 mars. Je le dis pour les gens qui vont écouter la balado dans un mois parce qu'ils sont en retard. Parce que ce sont des épisodes très, très denses. On peut pas tous les écouter le samedi. Et, il n'y donne pas d'émission, mais on la devine. Et ça s'inscrit dans la réflexion qu'on a sur la critique, bien que... C'est plus ou moins ça, mais lui disait que, dans le fond, c'était pour son livre fait par un autre, Simon Roy, qui a publié Rouge Kubrick, son livre marquant pour bien des gens. Il disait qu'il a reçu des questions de la recherchiste qui lui avait promis 28 minutes d'entrevue. Il est en pleine chimiothérapie à l'époque, donc il voulait avoir des questions d'avance pour se préparer, et il arrive à l'entrevue, et là, il trouve qu'on ne parle pas du tout de son livre. L'entrevue, finalement, dure 11 minutes. Et il se pose des questions sur la place que fait les grands médias de la critique. Bien que, là, c'était une entrevue. C'était pas... c'est ça. C'est qu'il y a peut-être une méconception à la base de ce texte-là, ou en tout cas de cette lettre ouverte qui est parue dans Le Devoir, de ce qu'est la critique, encore une fois. C'est-à-dire que l'art de l'entrevue et l'art de la critique, c'est pas la même chose. Puis je me souviens, moi, quand j'ai commencé, c'était au ICI, Feu, le ICI, il y a très longtemps. Et c'était une règle qu'on avait, que celui ou celle qui faisait la critique n'allait pas faire l'entrevue. Ouais. Moi, je pense, Hélène, puis là, il faut le dire, vous êtes chroniqueur à Plus on est de fou. Je pense que ce qui l'a heurté, c'est que l'entrevue était beaucoup plus courte que prévu, puis qu'on a pas parlé de son livre, son dernier livre, où on le fait de façon
l'Est. Et ça, je le sais aussi que c'est une peur des grands médias. Et cette revendication, elle est très légitime. Oui. Mais c'est pas tout à fait de la critique. Non, tout à fait. Intituler ce texte-là, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais il y a plus de la critique réduite à peau de chagrin ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais on parle pas tout à fait de la même chose. Puis ce qui m'embête aussi, c'est que ça nous demande à nous, lecteurs, de deviner de quoi il parle. Oui, mais c'est de la critique, ça, justement. Et c'est symptomatique de ce qu'on a dit tantôt, c'est qu'on ne nomme pas l'émission. Quand on fait de la critique, on nomme les choses. Ouais. C'est la moindre... Parce qu'on ne peut pas mettre en perspective l'œuvre de quelqu'un sans dire les choses. Au même titre qu'on doit accepter qu'on nous dise des choses ensuite. C'est donnant-donnant. Bref, donc ça m'embête un peu là-dedans parce qu'on sait tous, il parle de plus on est de fou, plus on lit. Disons-le, que les choses soient carrées. Mais c'est pas clair au début parce qu'il parle des deux animatrices alors que c'est Marie-Louise Arsenault qui termine. Alors, encore une fois... Peut-être qu'il y a une autre émission, je sais pas. Peut-être qu'il y a une autre émission je sais pas. Cette clarté-là, disons, aurait probablement aidé à la force du propos. Ceci dit, qu'on se questionne sur la façon dont les auteurs, les créateurs sont reçus et entrent dans une espèce de logique, encore une fois publicitaire, où ils viennent pour vendre leur salade et on leur sert la soupe. Mais Simon Roy, il le dit un peu, il dit « J'accepte de faire ça parce que ça va peut-être augmenter mon lectorat, mais là, je me rends compte que les deux animatrices n'ont pas lu mon livre. La recherchiste l'a lu, par exemple, parce que ses questions étaient très pertinentes, étaient pointues, et rien de ça s'est retrouvé dans l'entrevue. » Fait que je peux comprendre aussi le décalage. C'est-à-dire que moi, je suis pas tout à fait d'accord, mais en même temps, c'est pas grave, Hélène? On n'a pas peur, nous, de pas être d'accord. Non, c'est-à-dire que moi, j'ai trouvé son texte super intéressant. Moi, dans ma tête, il confond pas l'entrevue et la critique. Il aborde deux aspects des problèmes auxquels on se heurte en tant qu'auteur en ce moment. L'espace restreississant pour le discours critique ou la critique dans les médias de masse et, d'autre part, la manière dont il a été reçu à l'émission, qui est une émission de promo ou qui a pour but de donner envie de lire ou de découvrir, qui n'est pas une émission de critique. Non. Ça, je pense qu'il le sait. Donc, je pense que d'une part, il y a ce que vous dites où il trouve que son livre n'a pas été lu et qu'on n'a pas posé des questions sur son livre, qu'on a posé des questions autour, qui, je pense, est une critique qu'on peut faire à cette émission et à certaines autres. Que j'entends souvent. Même si j'y suis allée souvent, que je les aime beaucoup, il y a des choses que je trouve moins réussies, comme sans doute, ils pourraient trouver des choses moins réussies dans l'aide québécoise que je dirige. C'est bien correct. Mais là où moi, je trouvais super intéressant et important le texte de Simon, qu'on soit d'accord ou pas, c'est qu'il lance des questions. Est-ce que les émissions grand public pourraient faire plus de place à un discours plus intellectuel? Oui. Est-ce que ça serait si difficile que ça? Est-ce que ça pourrait être moins rapide? Est-ce que les revues comme la mienne pourraient faire plus de place à un discours ou à une littérature plus populaire? Est-ce que c'est vrai qu'il y a si peu de place pour la critique? Est-ce que c'est vrai, par exemple, des autres arts, du cinéma? Alors c'est ça, la cinéphile en moi est un peu fâchée aussi, il faut le dire, parce que j'ai l'impression que souvent le milieu littéraire, puis je veux pas me prendre mais il se plaint un petit peu la bouche pleine. Hein? Il y a quand même une émission quotidienne de 2h30 à la radio publique consacrée à la littérature, qu'on en pense du bien ou pas. La littérature avec un sens grand très, L, très large. avec un très grand L. Ça inclut les paroles de chansons, puis ça inclut... D'accord, mais qu'est-ce qui est consacré au cinéma? Quoi? Où? C'est vrai. À part la balado de Fred Savard, bien sûr. C'est vrai. Toujours là, fidèle au rendez-vous. Mais vos chroniques sont pas toujours sur le cinéma. Des fois, c'est parce que pour moi, le cinéma, ça permet de parler de tout. Voilà. C'est une autre façon d'envisager les choses, mais c'est sûr que quand on est cinéphile, on se dit... moi, je le prendrais, cet espace-là, pour qu'on parle de cinéma, même si on parle juste de Marvel, même si on parle ou qu'on le met en relation avec tel auteur québécois. Je le prends. Déjà que cet espace existe, c'est à préserver. Mais Hélène, c'est on merveilleux. pourrait dire la même chose probablement de la musique, du théâtre. Il y a quand même une chaîne musicale. Oui, mais je veux dire une émission qui parle d'actualité musicale, de spectacles en cours, de critiques. Moi, c'est un collègue en musique qui me disait ça récemment, qui disait, tu regardes dans Le Devoir, il n'y a presque rien, critique musicale. Bon, bref, de toute façon... c'est sûr que le but de cette émission-là, c'est de donner envie de lire ou d'attirer la curiosité. Est-ce qu'elle le fait bien ou mal? Chacun pourra en débattre. Est-ce qu'il y a d'autres espaces? Parce que nous, c'est ce qui préoccupe les littéraires, c'est ça, c'est que les autres espaces
Est-ce qu'ils sont suffisants? Est-ce que même dans les autres espaces comme Lettre québécoise, qui est spécialisée en critique, si on n'a plus le droit de ne pas aimer un livre, qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr et certain. Donc, il y a toutes ces questions-là. Puis effectivement, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on perde de vue nos collègues des arts vivants, du cinéma. C'est ça, la danse, les arts visuels, tout ça, c'est encore pire. Là. Mais je pense qu'il faudrait... Attention, je vais dire nous. On est en 2022, puis je vais dire... Il faudrait que nous menions un combat commun je pense sur aussi... la place de la critique, des débats et des discours sur les œuvres. Ouais. Mais ne serait-ce que de comprendre la critique comme un art à part entière dans lequel s'expriment des critiques littéraires, des critiques de cinéma, des critiques musicaux, qui font finalement le même métier, même si l'art en question n'est pas le même. Oui. Et c'est pour ça que quand ce texte-là arrive de Simon Roy, mais pour moi, il n'aborde pas la grande question de la critique. Il laisse tellement de choses de côté que je me dis, moi, critique de cinéma, je peux pas m'y retrouver. Puis les questions qui sont posées ne semblent que s'adresser à une émission spécifique, au domaine de la littérature, alors que la réflexion sur la critique, elle mériterait d'être menée de façon transartistique. Mais à la défense de Simon Roy pour ce genre de lettre dans Le Devoir, parce que j'en ai écrit, on a 800 mots. C'est sûr, je comprends tout à fait les mais moi, justement, voyons-le comme il lance un bal. Rebondissons sur ce qu'il vient de lancer pour élargir. Je pense qu'en plus, il en serait sans doute ravi de savoir que ça stimule. En plus, je sais qu'il aime le cinéma. Il l'a oui, bien sûr. Ça fait partie. Sur Kubrick, sur Charles de Chalet. Mais c'est ça, moi, je me suis toujours demandé pourquoi la critique de cinéma, par exemple, est aussi absente des ondes publiques, par exemple. Comment ça se fait? Après, oui, que la critique littéraire soit pas nécessairement mise de l'avant non plus sur ces ondes-là, effectivement, on peut se poser la question, mais encore une fois, 2h30 par jour consacrées à la littérature. Moi, je prendrais 1 heure par semaine consacrée au cinéma, puis je serais déjà contente. C'est vrai. Mais on va le faire à la balado. C'est ce qu'il faudrait. Oui, non, mais moi, ça m'interpelle tout ça, parce que moi, j'en fais pas de critique ici, à la balado. Cela dit, je pense que je participe à quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire de pouvoir parler d'un essai, parce que c'est beaucoup l'essai, bien que cette année, j'aimerais faire place à la fiction, mais je me sens pas outillé pour parler intelligemment de fiction. Mais en même temps, je pense que je devrais arrêter de douter et juste être un lecteur qui invite tout à fait. des gens. Oui, puis de toute manière, on n'est pas en train de dire qu'il faudrait qu'il y ait de la critique seulement partout. Non. Je pense que des émissions, il y a des réflexions communes comme celle-ci, qui est une de mes préférées au monde. Je suis pas la seule. Non, mais c'est vrai, des émissions comme ça où il est question de la pensée, de l'évolution de la pensée, du rapport aux arts, du rapport à la société, c'est aussi important. Peut-être même plus. Moi, je la pense critique peut s'imbriquer dans ce genre de réflexion. Je pense que ce qui est surtout important, puis que moi, avec les années, je me rends compte que je peux offrir ça avec le projet de la balado, c'est de ne pas prendre les gens pour des imbéciles et de ne pas sous-estimer leur intelligence. Parce que malheureusement, dans les grands médias, puis j'inclus la radio de Radio-Canada là-dedans, pour y avoir travaillé pendant 10 ans, je fais encore de la chronique, mais on accompagne les gens. Puis il y a beaucoup d'émissions qui ont ce ton-là, mais accompagner les gens, moi je trouve ça souvent infantilisant, ce qui fait qu'on a peur de parler longtemps d'un même sujet. On a peur d'être trop dense, on a peur d'être trop pointu. Fait qu'on... Mais ça dépend aussi de quel animateur ou animatrice vous accueille dans son show. Puis je parle en connaissance de cause. J'étais 10 ans à Médium Large avec Catherine Perrin et j'ai eu un espace pour faire de la critique comme je n'ai pas retrouvé ailleurs d'aucune autre façon. Et on était dans l'idée du débat puisque j'étais avec Georges Privé. Donc l'idée, c'était d'avoir 2 points de vue sur des mêmes œuvres. Ceci dit, cet espace-là, aujourd'hui, je réalise à quel point il était rare et précieux. Parce que je ne l'ai pas retrouvé par la suite, ou en tout cas de cette façon-là. Donc, il y a quand même certains espaces qui peuvent exister, mais ça vient d'une volonté individuelle. Alors que ça devrait être un mandat je crois. De la radio publique. Je et pense. De la télé, parce qu'on ne parlera pas de la télé, c'est encore pire. Et là, je peux amener mon exemple préféré que j'adore, qui est Le Masque et la Plume, qui est une émission de France Inter, qui est la plus vieille émission de France Inter. Mais attendez, Hélène, on va aller en écouter un extrait.
C'est pas mal déjà. Ouais, bon, enfin, voilà, ça dure le temps de le dire, quoi. Il faut remplir l'espace avec un scénario qui est d'une débilité profonde. Thomas Bidguin, quand même, qui est le scénario de Jacques Audiard, s'est fourvoyé dans une espèce de création de petites scénettes afférentes autour de ça. On nous explique comment on a reconstitué un faux PC pour pouvoir occuper Macron pendant qu'il venait visiter les foules et de manière à ne pas entraver le travail des vrais pompiers et des vrais héros, bien évidemment. On a des dialogues de touristes. On a un couple de Québécois qui dit « Pas possible, t'as vu, là, 8 siècles qui s'effondre, faut qu'on appelle ta mère pour la prévenir. » Il y a personne, du producteur au monteur, qui peut se dire que la scène n'est pas terriblement utile, j'allais dire, à la dramaturgie. Émission de débat critique. Et ça existe depuis plus de 50 ans. Ouais. Donc France Inter, c'est l'équivalent de Radio-Canada, une émission, une chaîne absolument publique, financée par des fonds publics là aussi. Tous les dimanches soirs, 6 critiques se retrouvent autour d'un micro. Wow. Une semaine consacrée au cinéma, une semaine consacrée à la littérature, une semaine consacrée au spectacle, au théâtre, avec à chaque fois des critiques de différents médias, donc des critiques de droite, des critiques de gauche, du centre, de ce que vous voulez. Et c'est une émission de débat critique. Ça dure 1 heure. On passe en revue les sorties de la semaine, les films importants. Ça finit par un conseil de chaque critique pour finir avec allez voir ça, c'est ma suggestion, blablabla. C'est passionnant. Alors oui, il y a de l'effet de spectacle. Bien sûr, parce que c'est des critiques qui... encore une fois, c'est ce que je disais au début, c'est la France, on aime ça faire du débat pour du débat. Il y a l'aspect posture. Oui, il y a un aspect posture, sauf que c'est le fun parce qu'on a l'impression, nous, auditeurs, auditrices, de participer. On finit ou on écoute ce show-là en se disant moi aussi je veux dire ça et je veux voir mes amis pour leur... Exactement. Et puis il y a ceux qu'on peut pas supporter, que chaque fois ils aiment un truc qu'on l'aime puis là, pas. ça nous met en colère. Puis on s'énerve dans la voiture. Eric Neuf, voilà, c'est tout, c'est mon petit... Non, mais il y a quelque chose de... C'est vivant. Et ça rend le cinéma, la littérature, le spectacle vivant parce que ça vous donne envie de participer à cette discussion-là. C'est le principe, le concept le plus simple du monde. Il n'y a pas de chronique, il n'y a pas de tag, c'est pas scindé en petites mini-chroniques plus ou moins publicitaires. 6 personnes autour d'une table qui discutent. C'est tout. Et c'est incroyable comme ça fonctionne. Et c'est incroyable comme ça donne envie de refaire de l'art un espèce de socle commun qui appartient à tout le monde, pas juste aux critiques, qui appartient à tout le monde et qui fait un espèce d'endroit où on peut se retrouver. Ça me fait penser à Renouer dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'on y déplore beaucoup la perte de ce qu'eux appellent le parvis d'église. C'est cet endroit où on pourrait tous se parler. Mais la culture peut être ça. Il suffit de lui donner cette place-là. Les gens aiment parler de culture. Les gens aiment... Je dis pas les gens aiment les films ou aiment les livres. Ils aiment en parler. Il y a une richesse à aller chercher là-dedans qu'on néglige un petit peu. C'est drôle parce que ça me fait penser que notre approche de l'aide québécoise, en tout cas, et de la revue, parce que c'est quelque chose que j'ai appris à développer quand je vivais en France, parce que j'ai fréquenté les salons de la revue. Il y a un salon de la revue à Paris, il y en avait un à Lyon. Et que les revues, c'est ça, c'est la réunion de gens qui peuvent penser pareil, différemment, de différentes générations. Dans le numéro sur Yara, El Gadban, par exemple, dans les chroniqueurs, il y a autant un Marc Fortier qu'un Yvon Paré, que Laura Doyle-Péan. Et ces gens-là se côtoient, se rencontrent virtuellement dans les pages, sont pas d'accord. Et nous, en tant que lecteurs, on lit ça, puis on se fait notre propre test, on se fait notre propre idée. On a ceux qui nous énervent, ceux qu'on suit tout le temps, ceux avec qui on est d'accord. Et je pense qu'une revue, c'est un laboratoire, mettons, de papier qui permet ça. Et puis, ça serait bien de réussir à créer des lieux, des podcasts, des rencontres où ça pourrait sortir de la version... pas la version papier est très bien, là, mais je veux dire qu'on puisse amener ça, justement, comme au Masque et la Plume, ou comme dans des soirées, ou des colloques, des rencontres, là. Donnons-nous ça comme projet. Et on rappelle... juste terminer, il faut quand même le dire, il y a une section création. Oui. Et là, il y a une section vie littéraire. Oui. C'est quoi la différence entre la section critique et la section littéraire? Alors, la section critique, donc, c'est nos critiques qui choisissent un ouvrage et qui en rendent compte. La section création, il y a toujours ce qu'on appelle une lecture illustrée. Donc, c'est un artiste visuel qui choisit un texte québécois et qui l'illustre. Une section poésie, cette fois-ci, c'est Gabrielle Bouliane-Tremblay qui, je pense, jouait dans Ceux qui font les révolutions. C'était comme ça qu'on l'avait découvert. Et écrivaine aussi. Il y a Marie-Ève Bourassa qui écrit une nouvelle. Et dans la section vie littéraire, c'est des chroniqueurs. Donc, il y a Jean-François Nadeau qui tient une chronique, Laura Doyle-Péan, Marc Fortier. Et là, il y a un hommage à Marie-Claire Blais par Lise Gauvin, qui était une de ses amies, prof à l'Université de Montréal, romancière et essayiste.
Il y a Dimani Mathieu Cassendo qui fait une BD sur le milieu littéraire tel qu'elle le perçoit. Là, j'en oublie. Mais oui, il y a une nouvelle chronique qui est l'espace franco-canadien. Donc, c'est un écrivain franco-canadien qui, à chaque numéro, a une page pour faire ce qu'il veut. C'est une subvention, donc là, c'est ça? Chloé la Duchesse. Non, pas du tout. C'est une subvention? Non, c'est la main tendue La à d'autres subvention. francophones. Même pas. Ah non. C'est juste que les auteurs francophones hors Québec, on s'occupe. En tout cas, c'est vrai. On crie à la solidarité, mais on fait pas grand-chose souvent. Donc voilà, on a décidé qu'on donnait une place. Et là, on rappelle pour les gens qui aiment lire, là, on parle de 99 pages. Oui. Quand même. Oui. Aller jusqu'à 100, là, voyons. Mais je pense qu'avec la publicité, ça fait ça. Avec la magnifique publicité de la balado. Exactement. Et le jupon dépasse. Échange de bons services. Et on trouve ça où? En kiosque, en librairie, par Internet, vous pouvez le commander, vous pouvez vous abonner sur notre site web. Puis après, on fait des choses connexes. Là, j'ai le billet de la rédac chef, 8 fois par année. J'écris un billet sur l'ensemble de l'œuvre d'un auteur dont on parle, à mon avis, pas assez. Donc là, c'était Edem Awoumé, auteur du Boréal. Et puis bon, je vous dis pas les autres tout de suite, ça sera des surprises. Mais donc, il y a sur le site web aussi du contenu différent. Ben merci, Mélika Abdel-Moumen. Merci à vous. Et merci, Hélène Faradji. C'est toujours un plaisir. Et l'idée là, d'un laboratoire de discussion sur la critique, là, moi, je garde ça en tête. Et vous allez en entendre parler, les auditeurs et les auditrices. Merci. Merci. Alors voilà ce qui conclut ce 22e épisode de La Balado. Merci à Larry Dufresne. Toujours, fidèle complice. Une oreille de diamant pour ce projet-là. Voilà. Donc, c'est avec lui que je co-réalise. C'est lui qui fait le montage. C'est lui qui prend les décisions finales sur... je délègue, moi. Comme ça, je me garde un recul sur mon travail. Alors, c'est vraiment lui qui est c'est comme mon patron, en fait, d'une certaine façon. Je sais qu'il va rire en m'entendant. Mais je le salue. Merci à Mélika Abdel-Moumen. Toujours un plaisir. J'ai une belle découverte cette année à la balado, cette femme. Vraiment. Évidemment, son essai était fabuleux. On l'a présenté il y a quelques semaines. Mais comme personne, comme contributrice à la balado, puis là, ben, les épisodes en tout cas, le projet d'épisode, ou en tout cas, de faire de la place à la critique qu'on a parlé au début, ben, on va continuer à le peaufiner, mais je pense que ça pourrait exister. Bon, vous savez que on a peut-être une 6e vague qui s'en vient. Toc, toc, toc. D'ailleurs, je salue François Legault qui est en convalescence. Pauvre François Legault qui a attrapé lui aussi la COVID. Probablement qu'il n'aurait peut-être pas dû suivre à la lettre les instructions et les recommandations de la santé publique. Moi, ça fait plusieurs mois que je ne suis plus le docteur Boileau dans les élucubrations qu'il nous offre et ça va très, très, très bien de mon côté. Je me sens en sécurité. Alors que si j'écoutais la santé publique présentement, je ne me sentais pas en sécurité. Alors François Legault qui a attrapé la COVID, on ne lui souhaite pas la COVID longue, mais voilà. Donc on aura peut-être une 6e vague. Alors j'ai pensé encore cette semaine, parce que la semaine passée, vous savez, je vous ai offert une chanson. J'ai envie de finir avec une chanson maintenant à la fin des épisodes. Alors j'ai pensé à une chanson des années 60, française, de Richard Anthony. Richard Anthony, de naissance égyptienne, qui a au début traduit, comme beaucoup d'artistes de cette époque-là, des artistes yéyés, des chansons anglophones, entre autres You Are My Destiny de Paul Anka, qui a fait en français, Peggy Sue de Buddy Holly, qui a fait en français. Il est réputé pour avoir introduit le twist en France et le rock également. Et il a également fait une chanson qui est en fait, son 3e 45 tours, c'était une reprise du groupe des Coasters pour les mélomanes. Les Coasters, évidemment, c'est ceux qui ont fait, entre autres, la chanson Yakety Yak, et si je me rappelle bien, Charlie Brown aussi, que j'écoutais. Charlie Brown, quand j'étais très jeune, je trouve ça bien drôle. Alors, c'est une reprise de la pièce Three Cool Cats, et j'ai l'impression que c'est malheureusement une pièce d'actualité avec cette 6e vague qui se prépare. Bonne semaine tout le monde, j'ai déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Nouvelle vague. Une petite MG, 3 compères, assis dans la bagnole sous un réverbère. Une jambe ou deux par-dessus la portière. La nouvelle vague. Nouvelle vague. 3 mignonnes approchent fort bien balancées. Elles chantent une chanson d'Elvis Presley. Voilà nos 3 pépères, soudain tout éveillés par cette nouvelle vague. Pas mal du tout.
Oh, ça c'est un sacré coup. Allez, venez, on leur paye un coca. Moi je fais la grande blonde. Moi je prends la petite ronde. Et les gars, n'oubliez pas